tous les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis content de vous revoir et j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous permettre comme ça à grandir et de continuer et de m'encourager aussi, pardon, à continuer de vous poster des vidéos enrichissantes. Alors, la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler du Covid, des vaccins, la vaccination et les processus de validation de ces vaccins, les stratégies qui sont mises sur pied pour pouvoir éradiquer cette maladie. Est-ce que ces stratégies ont été respectées? Ça, je n'en sais rien. Vous écouterez dans cette vidéo une conférence du professeur Raoult. Évidemment, pourquoi face à un fléau comme celui-ci, on est obligé de donner des beignets, de donner des 50 € ou des 100 $ à des populations pour venir se faire vacciner, tout simplement parce que ces populations ne sont vraiment pas informées sur tout ce qui se passe autour de cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à rester scotché dans cette vidéo pour être un peu éclairé sur ce qui se passe autour des vaccins, autour de la vaccination. Merci et à tout à l'heure. Alors, pour commencer, c'est quoi un vaccin? C'est en 1796 qu'est né le premier vaccin pour lutter contre la rougeole et cette maladie qui a été déclarée éradiquée en 1980 par l'Organisation mondiale de la santé. Puis, il y a eu d'autres vaccins, à savoir contre la rougeole, le tétanos, pour ne citer que ces chouettes maladies. Alors, revenons à nos moutons. Les vaccins, comment ça fonctionne? Pour comprendre comment fonctionne un vaccin, nous devons comprendre comment fonctionne d'abord notre système immunitaire. Quand un microbe nous attaque, les lymphocytes, ici appelés les globules blancs, entrent en jeu et combattent l'ennemi qui se trouve dans notre corps en l'aboxant. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, quel rapport avec le vaccin? Eh bien, parfois, les amis, le corps a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir lutter contre les ennemis qui sont dans notre corps. Certes, les lymphocytes sont capables d'identifier les ennemis, mais ce n'est toujours pas le cas. Notamment face à des maladies très dangereuses et franchement méchantes. C'est là que le vaccin intervient. C'est-à-dire quand les globules blancs de notre corps ne sont plus capables de lutter contre les agents pathogènes, les ennemis, des microbes qui entrent dans notre corps, alors on fait recours au vaccin pour pouvoir lutter contre ces ennemis. Alors, d'où intervient la vaccination? La vaccination, alors, consiste à introduire dans l'organisme un agent infectieux qui, rassurez-vous, a été tué ou modifié pour être inoffensif. C'est-à-dire, on introduit dans notre corps un agent qui a été tué ou modifié pour être inoffensif. Ainsi, l'ennemi débarque et les lymphocytes les identifient. Ils se mettent à fabriquer les anticorps dédiés, un peu comme s'ils se préparaient, comme s'ils préparaient des petits soldats à intervenir en cas d'attaque massive. Voilà. Et résultat, si un jour l'agent pathogène s'installe dans notre corps pour de vrai, notre système immunitaire est prêt à réagir. Il mettra des jours à s'organiser et attaquer. Il aura de quoi lutter. On parle des cellules immunitaires mémoire. Voilà pourquoi les vaccins permettent de lutter contre certaines maladies infectieuses. Alors les amis, ça c'est la définition de la vaccination que je voulais élaborer comme ça ici avec vous. Vous avez bien compris, il s'agit d'un agent, d'un microbe qui a été tué ou modifié et qu'on met dans notre corps pour permettre à ces microbes de lutter contre l'agent pathogène qui s'installe dans notre système immunitaire. Alors, maintenant qu'on a compris ceci, posons-nous la question, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place? Quels sont les processus de validation
pour pouvoir mettre sur pied des vaccins vraiment efficaces. Parce que nous savons tous, bref, les scientifiques nous l'ont dit, pour qu'un vaccin puisse être vraiment validé, il faut des années pour que ce vaccin soit validé. 5 ans, 10 ans, même pour certains vaccins. Mais nous nous rendons compte que face au fléau du Covid, des vaccins ont été créés en l'espace, je dirais, de 12 mois et peut-être même moins. Mais est-ce que ces processus de validation ont été respectés? Je n'en sais rien. Je vous invite ici à écouter donc le professeur Raoult. Merci et à tout à l'heure. Quatrièmement, je suis moi-même et ce que je pense et ce que je fais, ça ne regarde que moi et les miens. D'accord ? Je ne ferai pas de cirque en me faisant vacciner en public, mais je ne suis pas un acteur de cinéma. D'accord ? Ce que je ferai, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas, ça regarde les individus. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. S'il y avait une obligation vaccinale, je vous dirais, j'ai respecté la loi. D'accord ? Donc, je vais vous dire ce que on peut penser actuellement des stratégies vaccinales. Dans la période que nous avons vécue, qui est une période d'émotion extrême et d'urgence extrême, et je ne veux pas discuter sur la nécessité de cette urgence, mais en tout cas, dans cette urgence extrême, les processus de validation de vaccination n'ont pas suivi les routes habituelles. C'est-à-dire que l'échantillon nécessaire pour évaluer la sécurité ou l'efficacité n'ont pas été obtenus. Parce que tout le monde est pressé, tout le monde est anxieux, veut pouvoir avoir rapidement la vaccination. On voit ici, puis qu'on l'a essayé, les gens voudraient se faire vacciner en dépit du fait qu'ils ne font pas partie des premières priorités à vacciner. Et donc, incontestablement, il y a un point d'interrogation sur, pas à court terme ou pas sur 10 000 ou pas sur 100 000 personnes, mais à très long terme, ou sur des millions de personnes, est-ce qu'il y aura des accidents qui sont imprévus? Personne ne peut répondre à cette question scientifiquement. Voilà. Mais l'efficacité des vaccins qui a été évaluée, est-ce qu'elle est? Il y a des vaccins qui semblent plus efficaces, c'est-à-dire qu'il y a 5 à 10% des gens qui vont faire quand même des infections, bien qu'étant vaccinés, par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés. Le vaccin anglais, c'est un peu moins que ça, c'est une protection qui est de l'ordre de 70%, qui en fait quelque chose qui n'est pas supérieur à celui de la grippe. Vous voyez ? Il est probablement encore moins dans les populations qui sont les populations cibles, qui sont les populations âgées, qui ont des défenses immunitaires qui sont moins bonnes. Donc ça, c'est le vaccin anglais, c'est une chose publiée, ça, hein, c'est pas moi qui invente ça. Donc, mais ça, c'est dans les essais. Dans la vraie vie, quelle est la proportion de gens qui feront des infections? J'en sais rien, personne n'en sait rien, mais il y en aura des infections. D'accord? Bien sûr, comme pour la grippe. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne marche pas, ça veut dire que le vaccin n'est pas une baguette magique, c'est un outil de lutte contre cette épidémie qui devrait permettre de faire diminuer le nombre général des cas, et en particulier chez ceux qui sont les plus à risque d'avoir une forme grave, qui sont les sujets de plus de 65 ans. D'accord? Et encore plus ceux de plus de 85 ans. Voilà. Donc ça, ça sera le temps qui nous le dira. Très bien, encore une fois, les Anglais ont commencé à toute berzingue, on va bien voir s'ils ont des cas secondaires, tout le monde le saura s'ils ont des cas d'infection quand même. Après, qu'est-ce qui peut causer ces cas d'infection? Ce vaccin n'est pas du tout un vaccin aussi efficace que les vaccins primaires que l'on avait, comme la rougeole ou comme la rubéole. C'est un vaccin qui a une efficacité relative, même avec 2 injections. Hein. Avec une injection, une mauvaise protection. Avec 2 injections, il y a une protection relative. C'est mieux que rien, c'est pas mal, mais c'est pas une baguette magique. Je redoute, si vous voulez, cette impression. La population est tellement émotive et tellement affolée que tout le monde espère qu'avec la baguette magique, il ne va plus rien se passer. Mais c'est pas comme ça. Donc, c'est un vaccin qui fonctionne à peu près comme celui de la grippe. Donc, ça ne va pas donner des miracles. Hein, ça va donner... Waouh! Vous avez compris? Le professeur Raoult dit que les processus de validation de ces vaccins n'ont pas suivi les chemins habituels. Ça veut tout simplement dire que, scientifiquement parlé, les vaccins dont on parle aujourd'hui
n'ont pas suivi les processus de validation dont des vaccins tels qui ont permis de lutter contre la variole ou la rougeole ont suivi. Tel n'est pas le cas. Venons donc sur la création des vaccins. Vous savez, il y a une multitude de vaccins dans le monde aujourd'hui. On en parle au moins de, je dirais, au moins 200. Alors, face au coronavirus, la course au vaccin anti-Covid qui démarre en 2020, vous voyez très bien, 2020, nous ne sommes qu'en 2021, en ce qui concerne le processus de validation, vous voyez, moins d'un an, bat son plein et beaucoup de pays passent à la vitesse supérieure. On parle au moins de 200 vaccins contre le Covid qui sont en cours de développement préclinique. Développement préclinique, c'est-à-dire des tests sur des animaux, et 63 vaccins qui sont en développement clinique, c'est-à-dire sur les humains. Et donc 21 sont en phase 3. La phase 3 ici, c'est la phase commerciale. C'est la dernière phase avant la commercialisation des vaccins. Ça, c'est selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié le 5 janvier 2021. Alors, seuls 6 d'entre eux, de ces vaccins, ont fait l'objet des commandes en Europe et partout, voilà, même aux États-Unis, en Inde, au Brésil. Vous avez bien entendu parler des vaccins tels que AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Janssen, Sputnik 5, et même récemment, il y a encore un nouveau vaccin russe qui est sorti, qui a vu le jour, qui est le Sputnik Light, et qui a une efficacité qui se trouve autour de 75%, je dirais. Voilà. Alors, face à cette multitude de vaccins et cette incongruité d'informations que nous avons vis-à-vis des scientifiques, que nous obtenons des scientifiques sur les différents plateaux télévisés, l'on a le droit de se poser la question de savoir pourquoi, étant donné que nous vivons dans un monde multipolaire, il n'aurait pas été mieux de multiplier les forces pour créer un seul vaccin qui serait vraiment efficace et le distribuer comme ça au monde. Certes, moi je ne suis pas contre, comment dirais-je, chacun défend ses intérêts, vous voyez un peu, chaque pays défend ses intérêts, mais face à un fléau aussi mondial, c'est l'être humain qui doit être au centre des préoccupations. Mais tel n'est pas le cas. Et face aux incongruités, comme je le disais tantôt, des informations que nous obtenons, les populations sont réticentes. Vous n'avez qu'à voir. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai reçu une lettre de ma commune qui m'invite à me faire vacciner. Je suis réticent face à cela. Je ne suis pas le seul. J'ai mes collègues qui ont commencé à se faire vacciner, mais d'autres sont réticents, vu les incongruités d'informations que nous obtenons. Vous n'avez qu'à voir. Il n'y a pas longtemps, on parlait du vaccin AstraZeneca, donc il y avait des thromboses. C'est quoi la thrombose ici? La thrombose, c'est une coagulation de sang et qui peut porter à des risques graves et même à la mortalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, quand des décisions sont prises par des pays aussi importants tels que le Danemark, des pays scandinaves, parce que le Danemark est le pays qui a pris la décision, qui a pris comme ça sur lui, de ne plus utiliser le vaccin AstraZeneca. Et même tout récemment encore, le Danemark a pris encore une autre décision concernant le vaccin Johnson & Johnson, qui selon le gouvernement danois, ces deux vaccins ont démontré qu'il y a, comment dirais-je, qui provoquent comment dirais-je, provoquent des inflammations. Hein? Vous voyez? Donc, face à des informations pareilles, comment voulez-vous qu'un simple citoyen puisse aller se faire vacciner sans toutefois réfléchir, comme s'il allait prendre un médicament contre la fièvre? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Mais ce qui m'inquiète beaucoup ici, ce sont ces thromboses. Ce sont ces cas de thrombose dont on parle, qui ont été détectés après la vaccination de certains patients au Danemark et même en Europe ici. Certes, les Européens, ils ont d'abord interdit, ils ont suspendu la vaccination de l'AstraZeneca. Après, c'est reparti. Ils ont repris la vaccination comme si de rien n'était, puisqu'ils disent que ces thromboses, on les voit plus sur les jeunes de moins de 55 ans, je crois, sur les personnes âgées de moins de 55 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé que AstraZeneca serait administré uniquement à des personnes âgées de 65 ans en plus. C'est ça. Mais la question que je me pose ici, c'est de savoir si cette vaccination, si ces vaccins étaient aussi vraiment efficaces et qui avaient vraiment suivi le processus de validation tel que les anciens vaccins, est-ce qu'on serait en train de donner des beignets aux gens pour les attirer à la vaccination? J'ai dit non. Vous avez suivi récemment, je pense autant pour moi que vous avez suivi comme moi, que aux États-Unis, vous avez des États qui donnent des $50 et voire même des $100 aux populations pour qu'elles viennent se faire vacciner. Mais est-ce que c'est ça qu'on voulait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, parlant même des thromboses, qui est la coagulation du sang pour ceux qui se sont fait vacciner par AstraZeneca et même par Johnson & Johnson. Le professeur Raoult, dans sa conférence, que je vais vous faire suivre encore ici, à son intégralité et que je vais épingler dans cette vidéo, avait parlé de cela. Qu'il y aura des effets à court terme et des effets à long terme. Mais les effets à long terme, puisqu'on est en train de vacciner des gens qui ont 75 ans, 80 ans, à long terme, ces gens ne seraient plus là. Nous leur souhaitons longue vie, bien sûr, mais ces personnes ne seraient plus là pour voir les conséquences de cette vaccination. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, moi je suis dans cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo pour vous demander de ne pas vous faire vacciner. Certes, il faut le faire, mais nous voulons tout simplement être informés vraiment de l'efficacité de ces vaccins. Est-ce que ce sont des vaccins vraiment pour lutter contre le coronavirus? Puisqu'on nous dit même que une fois qu'on est vacciné et que vous avez même pris vos 2 doses, cela ne garantit pas que vous ne puissiez plus recontracter le vaccin. C'est les scientifiques qui le disent. Ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas. Vous pouvez encore recontracter le virus. Et moi qui le dis, chacun d'entre nous, je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont contracté ce virus. Qui d'entre vous n'a pas eu, ne s'est pas senti, qui n'a pas eu des courbatures, à un moment, les maux de tête, manque de goût, manque d'odorat? Qui n'a pas eu ça? Presque nous tous, soyons sincères, presque nous tous. Mais après, on a retrouvé la belle forme, sans vaccin. C'est une vérité. Mais c'est vrai que chaque organisme, face à une maladie, a sa façon à lui de réagir. C'est-à-dire, mon organisme réagit face à la même maladie qui peut être une réaction différente de la tienne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, avant de terminer cette vidéo, ce qui me désole beaucoup dans cette campagne de vaccination, c'est que les pays africains, comme toujours, sont à la traîne. Nous n'allons pas passer le temps à nous plaindre, à nous lamenter, à recevoir, comment dirais-je, on dit la caritas, la charité du monde. Moi, j'avais dit dans une vidéo très récente, et même dans certaines émissions que j'ai participé, que le coronavirus n'était pas seulement venu pour nuire. Le coronavirus est aussi venu pour permettre
aux Africains de prendre les choses en main. Pourquoi face à ceci, les gens nous donnent des vaccins, certes, peut-être de bonne foi, mais nous savons très bien que nos bourreaux, il y a une guerre. Ne nous trompons pas. Aujourd'hui, il y a une guerre. La guerre, c'est plus seulement la guerre des armes. La guerre aussi commerciale. La guerre aussi pharmaceutique. La guerre aussi sur le plan de la médecine. Hein? On ne vous combat pas toujours avec les armes. Hein? Eh bien oui. La guerre aussi alimentaire. Mais tant que nos scientifiques ne vont pas se réunir, créer une mutation de force pour mettre sur pied des institutions pharmaceutiques pour protéger les peuples africains, nous allons vivre ce que nous vivons actuellement. C'est les Chinois qui nous font des dons, mais qui vous dit que ces vaccins qui sont donnés par une organisation, je pense qu'on dit c'est ECOVAX ou c'est quoi, de l'Organisation mondiale de la santé, où presque tous les pays africains se trouvent là pour des dons de vaccins, mais qui nous garantit que ces vaccins sont les mêmes qu'on utilise ici en Occident? Parce que vous savez, dans la fabrication de tout matériel, il y a plusieurs phases. C'est pas dit que la première phase, lorsque vous fabriquez un matériel, lors de la première phase, c'est ça que vous allez mettre sur le marché. Non. Vous faites d'abord des erreurs. Et Dieu seul sait, dans la fabrication des vaccins, combien d'erreurs on peut commettre. C'est la raison pour laquelle les processus de validation mettent aussi long, parce qu'il faut faire des tests sur des animaux, tests précliniques, tests cliniques, et ainsi de suite, afin d'arriver peut-être à la 5e étape et dire que voici le bon produit. Mais est-ce que les produits que nous recevons chez nous en Afrique sont des produits efficaces? Les produits arrivent, par exemple dans mon pays, le Cameroun, tout de suite il est pris, les gouvernements se font injecter, mais qu'est-ce qui garantit? Vous pensez que les peuples aujourd'hui qui sont informés dans les réseaux sociaux vont aller se faire vacciner aussi facilement? J'ai dit non. Mais je demande aux gouvernants africains, c'est une interpellation ici pour moi, de mettre sur pied un conseil des scientifiques africains afin de mettre sur pied, comme je l'ai dit tantôt, une pharmacie panafricaine. Oui, un centre de recherche panafricain pour pouvoir aussi analyser même ces vaccins dont on nous donne et pourquoi même pas fabriquer aussi nos vaccins à partir de la pharmacopée que nous avons dans la plupart des pays africains, bien sûr. Je suis vraiment désolé de le dire. Hein. Ça nous manque. Et j'espère que nos dirigeants j'espère qu'ils sont en train de penser à cela, à mettre sur pied ces stratégies, de pouvoir implémenter ces stratégies-là. Parce qu'on ne peut pas toujours rester là, attendre du point de vue médicinal de l'Occident. Non, j'ai dit non. Alors, chers amis, comme je disais très bien dans l'entame de mes propos ici, cette vidéo n'est pas pour vous décourager de vous faire vacciner. Chacun est libre. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de contraintes pour des vaccinations. Mais je sais très bien qu'ici en Occident, à un certain moment, on y arrivera à cela. Ils vont nous mettre des contraintes, c'est-à-dire, par exemple, qui ne se fait pas vacciner ne peut pas voyager, qui ne se fait pas vacciner ne peut pas travailler. Ça peut être un motif de licenciement valable pour nos employeurs. Ils ont tous les moyens pour nous faire vacciner. Ils ont tous les moyens. Ça, nous le savons. Alors, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que j'ai été très clair. Je vous demande de continuer toujours de suivre les mesures barrières, de vous protéger. Take care of you. Stay safe. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Merci. Salut. Ils sont morts, de tous les gens qui sont morts, ils ont perdu une espérance de vie de 3 ans. D'accord. Donc c'est seulement des gens qui étaient très âgés
qui avaient des polypathologies. Et donc, vous, là, des gens comme vous, il n'y a pas qui meurent. Hein. Donc, se calme. Donc, il faut faire ça avec calme. Il ne faut pas se dire que si on n'a pas le vaccin demain, on va tous mourir. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Mais quand on est